Et c'est l'heure du débat de la grande matinale, nous vous l'avons annoncé, face à face, Norbert Mbomputu et Kovalen Chibinda. Kovalen Chibinda, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, voilà un peu plus de 10 ans qu'on s'est perdu de vue, mais on se suit sur les réseaux sociaux, Kovalen Chibinda. Oui, mais on peut se perdre de vue, mais toujours être en phase, hein? Bien entendu. En tout cas, merci d'être avec Voilà, nous ce matin. Donc, vous allez échanger avec Norbert Mboupoutou. Je rappelle à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes un consultant, vous avez travaillé pour les grands groupes en France, mais surtout aussi sur tout votre à fait. parcours politique. Vous avez travaillé à la redynamisation de l'UPADS, le parti laissé par le regretté Pascal Lissouba. Et depuis Tout à quelque fait. temps, vous vous muez en analyste de ce qui se passe dans votre pays d'origine et en Afrique, évidemment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, 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 je pense qu'on est tout à fait OK. Et on peut également rajouter que j'ai mis en place un nouveau concept, Hmm. une doctrine politique qu'on appelle la tribalité, qui consiste à mettre en place dans nos pays des institutions qui tiennent compte de nos réalités sociologiques. Ben, voilà, c'est d'ailleurs l'un des thèmes sur lesquels vous allez échanger avec Norbert Mumputu, qui est analyste sur notre radio, anthropologue. Son dernier livre, L'autre Lumumba, a été publié il y a 3 ans et continue de faire de beaux jours. La thématique de ce matin, Kovalin Chibinda, c'est comment éviter que la fin des mandats interminables des vieux présidents au Congo, votre pays. Sassou Nguesso est là depuis au moins une quarantaine d'années. Le Paul Biya au Cameroun, 40 ans de pouvoir. Et M. Obiang Nguema en Guinée équatoriale, à peu près 40 ans de pouvoir. Comment s'assurer que l'heure après ne se transforme en une bagarre entre clans, pourquoi pas une vraie guerre que l'on peut éviter. Voilà pourquoi, justement, j'ai pensé à vous pour en débattre avec Norbert Mbouputu. Alors, première chose, Kovalen Chibinda, l'auteur que j'ai lu, qui a présenté cette thèse, parle, met en tout cas en exergue le danger que peuvent représenter les cercles de pouvoir. Est-ce que les cercles de pouvoir en Afrique, est-ce que ça se limite au clan, à la famille, ou il faut voir au-delà de ces deux éléments qui s'appuient d'ailleurs sur votre tribalité? Alors, Alors j'entends, oui, j'ai entendu votre question, oui. mais j'entends des personnes qui sont en train de parler derrière, donc c'est Ah, un peu gênant. Hmm. voilà, merci. Donc, Voilà. voilà. Donc, je reviens vers vous. Euh, Comment peut-on définir les cercles de pouvoir en Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement ça s'appuie sur la famille, la tribu, le clan, ou il faut voir aussi au-delà? Alors, d'abord, avant de répondre, je pense qu'il est nécessaire de noter que l'Afrique vient de loin et que les États qui sont actuellement, les États qui existent aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit des nations. Ce sont des États qui ont été créés par le colon, ce sont des États purement fictifs. Dans le cas du Congo-Brazzaville, on a mélangé des peuples qui vivaient, par exemple, les peuples du Nord, ils vivaient dans des chefferies. Vous avez le peuple Téké et vous avez également le peuple Congo. Donc, le Congo-Brazzaville aujourd'hui est un mélange d'anciens royaumes et d'anciennes chefferies. Et nous n'avons pas encore réussi à transformer cet État créé par le colon en une nation une et indivisible, en une nation
qui nous permettent de vivre ensemble et de dire que nous appartenons tous à un seul peuple. Ce que je dis sur le Congo-Brazzaville est également valable pour le Cameroun, qui est un amas de 200 ethnies environ, qui a été mélangé et ça a donné un État créé par le colon qu'on appelle le Cameroun. La Guinée équatoriale, c'est pareil. Donc, lorsqu'on rentre dans l'histoire de l'Afrique, on voit bien que les États dont nous parlons aujourd'hui sont des États purement fictifs créés par le colon et il est donc nécessaire de transformer ces États en nations. Et c'est tout le combat des Africains, c'est le combat de notre génération de faire que ces États qui ont été créés par le colon deviennent de véritables nations avec des institutions fortes qui permettent de ne pas avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des États patrimoniaux où lorsqu'on est au pouvoir, à sa mort, on laisse le bien que j'appelle pouvoir à ses enfants ou à ses neveux. Donc, voilà ce qu'il faut vraiment. C'est ça qui est très dangereux pour l'avenir. Nous pensons qu'il faut maintenant mettre en place les conditions de construction de véritables nations. N'oubliez pas que le vrai débat, il a été posé en 1963 à la conférence de l'OUA, la première conférence de l'OUA. Nous nous sommes retrouvés là-bas avec les différents responsables. Il y avait deux choix, soit construire les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire que ces États-Unis d'Afrique devaient être un État fédéral, soit on gardait les frontières issues de la colonisation. Nous avons fait le choix de garder les frontières issues de la colonisation avec surtout l'appui des puissances coloniales qui avaient intérêt à les garder telles quelles. Mais je pense que nous arrivons à la fin d'un processus et que va se poser dans nos pays vraiment le vrai débat sur l'État, sur la nation. Vous aurez des débats sur la scission, vous aurez des débats sur le fédéralisme, vous aurez des débats sur la décentralisation et on y est avec ces vieux présidents qui vont partir mais qui représentent aussi, qui sont en fait les dinosaures de la France-Afrique. Merci Kovala pour cette introduction. Norbert Boupoutou, vous suivez Kovala sur ce travail de construction de vrais États, de vraies nations. Oui, là, je crois que la question essentielle, et d'abord je dois féliciter l'auteur pour d'abord cette recherche de redéfinition des termes ou de néologismes, notamment pour essayer de mettre ensemble ce que nous avons à nous-mêmes, aux prises avec le choc frontal qui est l'autre était l'Occident, et la symbiose doit nous amener à recréer par le concept, à recréer par la façon d'être État, et ça c'est important, comme il a dit, effectivement, tous les États que nous avons actuellement, mais c'est le passage obligé un peu de tous les États du monde, que ce soit la Rome, que ce soit la Grèce, que ce soit la Rome a commencé par Romulus et Rémus avant de monter, et la France qu'on a aujourd'hui, on a la Gaule, et puis c'est parti. Le français lui-même ne s'est imposé qu'au fil du temps. Et maintenant, la question essentielle, pour que l'Afrique puisse opérer ce changement qualitatif, parce que c'est un changement qualitatif, parce qu'en termes de vivre une nation, en tout cas, les nations issues de la colonisation ont montré leurs limites. Ne pensez-vous pas que le problème, ce n'est pas plutôt les nations, mais c'est plutôt les gestionnaires de ces nations qui, à un certain moment, se comportent non pas comme des nationaux, non pas comme des personnes devant gérer des États, mais ils emportent au niveau d'une structure nouvelle la gestion tribale ou
et ça fait c'est comme on dit un peu chez nous, c'est comme si quelqu'un qui veut mélanger les champignons avec des oseilles. À la fin, il a dit, est-ce que ne pensez-vous pas que c'est un problème c'est ce problème-là auquel on doit s'attarder? Quel est le genre de personnes qu'on peut, et que faire à ces personnes-là lorsqu'elles arrivent, hein? Aux Là, affaires. Au pouvoir. jeter des fleurs. Oui, J'ai bah, toujours respecté bien le sûr. professeur Pascal Lissouba, Oui. hein? Surtout lorsque nous avons appris par notre ami Benoît Bikindo que lorsque Pascal, on vient annoncer à Pascal Lissouba, hein, à Dolisie, que l'armée angolaise est entrée, il a dit immédiatement arrêter la guerre. Prenez le téléphone, appelez mon entrée, il a gagné, nous on quitte le pouvoir. Alors qu'il y avait une partie parmi ses conseillers qui sont venus lui dire que non, il y avait la force de Savimbi qui voulait faire le contrepoids. Des téléphones qui sonnaient pour que les gens puissent vous. Il a dit non, non, lui il ne va pas sacrifier le peuple. Maintenant que l'Angola, qui est la force, la grande force armée dans la région, entre du côté de notre opposant, on arrête. Moi, je prends une décision d'autorité, mettez-moi sur les antennes. Donc ça, c'est à féliciter. Ne pensez-vous pas que justement, pour ne pas me répéter, que c'est le manque de tels individus, hein, qu'il nous faudrait que ces États deviennent tout de même viables? Oui, Kovala. Alors, je vais répondre à la question. Alors, souvent, nous accusons nos responsables politiques de tous les méfaits. C'est-à-dire que nous disons, si l'Afrique ne marche pas, c'est parce que nous avons des chefs d'État qui sont incompétents, c'est parce que nous avons des chefs d'État qui ne sont pas responsables, c'est parce que nous avons des chefs d'État qui réfléchissent mal. Mais en réalité, je me retrouve bien dans les idées d'une femme qu'on appelle Axel Kabou. Axel Kabou, elle dit que les responsables politiques africains se nourrissent des sécrétions identitaires des populations dans lesquelles ils vivent. Autrement dit, je pense qu'il y a une interaction entre la vision de nos dirigeants, mais qui s'imprègne des réalités sociologiques de nos propres pays, de nos propres populations. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le problème ne vient pas seulement des chefs d'État, mais le problème vient aussi de ce qu'on attend de nos propres populations. Que veulent nos populations? Merci, excusez-moi, Kovala. Je vois qu'on va essayer d'aller peut-être étape par étape. Vous parlez de ces responsables qui s'imprègnent de leur base ethnique ou tribu. Et c'est là que peut-être, depuis toujours, on dit l'échec de l'Afrique, c'est le tribalisme. Vous dites, non, parlons plutôt de tribalité. Quelle différence mettez-vous entre ces deux termes? Alors, le tribalisme, c'est vouloir que son ethnie ou de sa tribu ait une domination politique, économique, sociale sur l'ensemble des populations du pays. Alors que on peut rapprocher cela, excusez-moi, on peut le rapprocher du népotisme. On peut même le rapprocher du racisme ou d'une certaine préférence nationale. Et là, dans le cas de certains pays africains, on est dans une préférence tribale. C'est-à-dire que lorsque je veux nommer quelqu'un, je veux prendre quelqu'un de chez moi, je veux l'ascenseur social est géré directement par l'appartenance ethnique ou l'appartenance au clan. Alors que dans la tribalité, il faut savoir que nous sommes en train de parler ici de notre culture. Dans la tribalité, vous avez les valeurs de partage. Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Dans la tribalité, vous avez les valeurs d'échange. Dans la tribalité, vous avez tout le côté culturel de nos peuples. Par exemple, le mariage, lorsque je suis dans le mariage, je suis dans la tribalité. Au Congo, par exemple, au Congo-Brazzaville, vous avez, lorsque vous allez à la mairie qui est plutôt une vision occidentale, hein, puisque dans notre vision à nous, il n'y avait pas des mairies lorsque nous avions des royaumes. Donc, lorsque vous allez à la mairie, le maire vous demande, par exemple, s'il y a eu une dot.
dans cet aspect, vous êtes donc dans la tribalité, c'est-à-dire que on a imposé à l'intérieur de la culture occidentale le mariage à partir du droit, on a quand même gardé nos valeurs intrinsèques qui sont issues de notre tribalité. Donc, notre tribalité, c'est nos valeurs, nos coutumes. Nos valeurs, nos coutumes ne sont pas négatives. C'est la transformation de la tribalité en tribalisme qui devient un problème. C'est pareil, hein, vous voyez, en France, vous avez une société multiculturelle. Avoir une société multiculturelle, c'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est lorsque on commence à hiérarchiser ou à mettre une forme de disharmonie entre les différentes populations qui vivent à l'intérieur de la société française, les enfants arabes, les enfants noirs, les enfants blancs, que là, on est en train d'aller dans le racisme. Et c'est pour cela que nous, les Africains, nous devons retrouver le principe actif qui faisait que nos sociétés vivaient en harmonie avant l'arrivée de l'Européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos royaumes étaient multi-ethniques, multi-tribales. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Nous avons déjà expérimenté le fait de vivre dans des territoires avec plusieurs tribus et plusieurs ethnies. Alors, comment nos ancêtres faisaient pour que nos pays vivent dans la paix, et que nos pays vivent dans une certaine harmonie? Il faut retrouver le chemin de notre patrimoine culturel pour trouver les ferments d'un vivre ensemble entre toutes les ethnies dans les nouveaux États post-coloniaux qui ont été créés. Norbert parlait de préférence tribale, de préférence clanique. C'est ça le vrai danger, comme dit Kovale Chibinda. Je ne sais pas si vous le rejoignez aussi sur cette redéfinition du tribalisme. Oui, avant que je lui pose juste une question, je crois que en anthropologie, on dit tous les peuples ont égale valeur, hein, toutes les cultures sont égale valeur. Il n'y a pas une culture qui est plus qu'une autre. Et la bêtise que nous, on a faite en adoptant la gestion politique occidentale, c'est qu'on a cru qu'il n'y avait qu'elle qui était la modèle. Aujourd'hui, dans mon livre sur Lumumba, je raconte, je mets quelques paragraphes sur le cas du Botswana. Botswana est le seul pays africain qui, depuis les indépendances, n'ont pas connu des coups d'État, qui a le PIB est en train de monter. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays-là? Ils ont intégré dans la gestion moderne la gestion traditionnelle du pouvoir. On est d'accord. C'est le seul pays où, quand quelqu'un termine son mandat, il quitte le palais présidentiel sans attendre celui qui viendra le remplacer. D'ailleurs, il quitte le pouvoir en faisant une fête. C'est un peu comme s'il dirait chez nous, on fait une fête de divorce. Et c'est comme ça. Et le monarque qui est là, il ne mange pas la nation. C'est vrai. Non. C'est comme ça que c'est le seul pays où le diamant est vendu et le produit est distribué à toute la population. C'est ça. Et j'ai parlé de ça au début, c'est un peu ça la gestion traditionnelle qu'on avait dans nos cultures. Malheureusement, et là, quand l'auteur parle de tribalité ou cette recherche de ce qu'il y a de positif dans la gestion, et ça va dans la gestion communautaire. Ce qu'on fait avec le mariage, par exemple, vous allez à la mairie, on vous demande si vous devez d'abord payer la dot. Mais pourquoi c'est quand on arrive aux politiques? C'est ça ma question. Pourquoi lorsqu'on arrive dans la gestion politique, ça pose problème? On est d'accord. C'est ça, hein, Norbert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les Africains, on a toujours eu une vision, une gestion, on va dire, harmonieuse du pouvoir. Le système occidental, lui, dit « Je suis élu président de la République si j'ai 50% de voix. »
Ça, c'est le système occidental. Mais dans notre système, ça n'a jamais marché parce que dans un tel système, vous avez celui qui a 50% qui gagne et celui qui a 49% qui perd tout. Et donc, à partir du moment où vous avez une confrontation entre celui qui a 51 et celui qui a 49, vous êtes dans une vision vraiment contradictoire. C'est ça qui amène les guerres dans nos pays. Alors que si on avait mis dans nos pays des règles qui disent celui qui arrive en premier est président de la République, celui qui arrive en deuxième est vice-président, Par exemple, on serait déjà dans, par exemple, on serait déjà dans une vision consensuelle de ce pouvoir. Oui. Celui qui arrive en deuxième, il n'a aucun intérêt à faire un putsch. Il n'a aucun intérêt à critiquer celui qui est là. Il va au contraire mettre toute son énergie pour que la nation puisse bien fonctionner, pour qu'ils puissent tous les deux construire un pays harmonieux où l'économie va marcher, ainsi de suite. Or, dans le cas du système occidental, ça amène une vraie division dans nos États. C'est pour ça que, avec tous ces vieux dictateurs qui sont en train de partir, il va falloir que les États africains se réunissent pour essayer de mettre en place les conditions d'une véritable démocratie, mais qui tiennent compte de nos réalités sociologiques. Et dans nos réalités sociologiques, nous avons le consensus. Alors, moi, je suis un fils Congo, et chez nous, les Congos, le consensus, il se faisait à partir du Kimuntu. Alors, qu'est-ce que c'est le Kimuntu? Le Kimuntu, c'est une vision qui ressemble à la vision égyptienne de la math. Qu'est-ce que la math? La math, c'est l'harmonie. Autrement dit, on recherche l'harmonie à l'intérieur de la société. Il faut donc retrouver le chemin du Kimuntu. Et je sais que dans chaque tribu africaine, il y a le Kimuntu. Il y a la recherche de l'harmonie. Et c'est ça la clé. Nous devons retrouver à l'intérieur de notre patrimoine culturel le chemin vraiment de la paix, de la consolidation de la paix et de nos États. Et d'ailleurs, c'est ce que disait M. Omotunde, qui nous a quittés récemment. Il prenait l'exemple du cocotier. Vous avez remarqué que le cocotier, lorsqu'il y a des vents de 260 km/h, le cocotier ne tombe jamais. Est-ce que, M. Pouloulou, vous pouvez nous dire pourquoi le cocotier ne tombe pas lorsqu'il y a des vents de 260 km/h qui foncent sur les cocotiers? Ah, je sèche. Alors, le cocotier ne tombe pas parce qu'il a des racines profondes. Et donc, si nous aussi, les Africains, on veut ne jamais se courber par les vents qui viennent de l'étranger, nous devons avoir des racines profondes. Et c'est dans nos racines qu'il faut aller retrouver le chemin de l'harmonie, le chemin du développement et le chemin de la puissance. Voilà, merci Kovala. Je vais me tourner vers vous, Norbert Mbopoutou. Kovala Chibinda a évoqué d'où pourrait venir le danger, la déflagration pour les successions qu'on attend dans les trois pays que j'ai cités, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Il a parlé de préférences tribales ou de préférences claniques. Sauf que en 40 ans, si je prends l'exemple de nos présidents, leurs petites familles sont devenues des grands clans. Et évidemment, pour eux, ils ne vont pas au-delà de ce qu'on attend d'eux, Norbert. Est-ce qu'ils prennent conscience qu'ils ont remplacé leur clan, donc leur premier cercle, au reste du pays? Oui, mais c'est un peu, c'est l'aveuglement des pouvoirs. C'est-à-dire que ce qui va arriver dans tous ces États-là, même si ils peuvent se faire remplacer par leurs fils, mais je parie qu'ils ne vont pas se faire remplacer par leurs petits-fils. J'étais dernièrement en train de parler, j'ai eu avec un jeune homme chinois
et nous parlions de l'histoire du dernier empereur de Chine. Hein. Mhm. Et je crois qu'il est accédé au pouvoir, qu'il avait 12 ou 16 ans. Après, la révolution est arrivée, il a dû quitter le palais impérial, il a fait une mauvaise alliance avec les Japonais, et puis il est un simple citoyen un jour revenu voir son palais impérial. Hein. Mais je me dis, c'est aujourd'hui lorsque vous voyez le petit-fils de Mobutu rentrer à Badolite, hein, et venir ou devenir. Mais on s'est dit, mais attends, le petit-fils de Mobutu devenir gouverneur de. Mais on se serait entendu qu'il soit plutôt au palais présidentiel à Kinshasa. Donc voilà, il va attendre tous ces pouvoirs-là. Hein, et là, c'est pas pour être baboïste, hein, mais Gbagbo a dit à la CPI, et c'est là où dès qu'il est entré à la CPI, on sentait que la CPI était déconnectée. Hein. Il a dit, mais attendez, si vous m'avez posé toutes ces questions-là, nous on a combattu la dictature avant la chute du mur de Berlin. La gestion de nos pays actuels, on ne peut que respecter la démocratie, parce que sinon, comment essayer de concilier? Donc, on doit prendre ce qu'il y a de positif. Et non, ce qui va arriver dans tous ces États, hein, c'est que, d'ailleurs, ce qui arrive dans tous les empires, vous savez, les grands empires commencent à se détruire de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Oui. L'empire ottoman, c'est dès le moment où les empereurs à Constantinople ont commencé à avoir plusieurs femmes autour d'eux et avec des enfants, parce que chaque femme va chercher à ce qu'à la mort du mari, que ce soit mon fils qui puisse remplacer. Et on sait que dans ce genre de choses, il n'y a pas on ne se fait pas de cadeaux. Oui. Donc, ce qui va arriver dans tous ces pays-là, c'est qu'on vit sur une fragilité, on vit sur une stabilité fragile. On ne dit pas son nom. Donc, à moins d'un miracle, et le miracle ne pourrait se produire que par une il n'est pas impossible qu'on puisse avoir levé des nouveaux révolutionnaires qui vont venir balayer toute la cour. Et moi, j'ai dit un jour, est-ce que nous n'allons pas vivre un jour en Afrique les fameux coups d'État, comme on a eu le coup d'État de Samuel Doe au Libéria. Oui. Mais je croyais bien dire, regarde ce qui est arrivé au Mali. Regardez combien ce qu'on a fait asseoir le grand professeur qu'on avait présenté comme le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Alpha Condé. Est-ce que vraiment Alpha Condé, on peut le voir un jour comme ça, par des petits militaires avec des chaussures et la photo qu'on a montrée, il regardait un peu par derrière comme s'il faut dire, mais comment est-ce que le pouvoir me laisse comme ça? Mais bon, c'est ça. Je crois que dans ce pays-là, lisez un peu Amadou Kourouma, hein, quand vous regardez le livre de Amadou, En attendant de votre bête sauvage. Hein, vous vous dites, mais attendez, effectivement, ces pouvoirs-là vont se terminer comme ça. Comment vous suivez? Oui, je vais compléter. Tout à fait, je vais compléter ce que disait Norbert. Comme on parle de trois pays, on va d'abord regarder la Guinée équatoriale. Oui. La Guinée équatoriale, c'est un peu plus simple que le Congo, Brazzaville et le Cameroun. Parce que la Guinée équatoriale est quand même constituée en majorité de 85% de fonds. Donc, on va dire que c'est un pays à peu près mono-ethnique. Pratiquement. Donc, à partir de ce moment, les enjeux en termes de succession, on peut pratiquement être sûr que ça sera une succession patrimoniale. D'accord. C'est-à-dire que ça va être l'un des enfants qui prendra les choses en main après le départ du vieux président. Le Congo-Brazzaville, c'est très différent. Le Congo-Brazzaville est constitué de 3 zones ethno-linguistiques. Vous avez la zone Ngala qui représente 20% de la population. Vous avez la zone Teke qui représente 30% de la population. Et vous avez la zone Congo qui représente à peu près 50% de la population. Donc, vous avez une problématique qui est tout à fait différente puisque un des responsables politiques au Congo-Brazzaville a dit dans les années 60, avec un nord démographiquement faible,
comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir? Eux, ils ont répondu à la question. Pour qu'un fils du Nord arrive au pouvoir, il faut l'avoir par les armes. Ce qui fait qu'au Congo, il y a eu 3 présidents du Sud. Ces 3 présidents du Sud sont venus par des suffrages universels. Et 3 présidents du Nord, ces 3 présidents du Nord sont venus par des putschs. Donc, au moment où Sassou va partir, il sait très très bien que si on va vers une démocratie, il va perdre le pouvoir. Il lui reste la seule solution, et d'ailleurs c'est à ça qu'il s'est préparé, c'est une transmission patrimoniale du pouvoir à un de ses fils ou à un membre du clan. Pour protéger le clan, ils ont tellement fait de bêtises qu'ils s'attendent au revanchisme des autres groupes ethno-linguistiques. Donc là, nous avons vraiment, on peut dire que le Congo est une bouilloire. Actuellement, vous avez des velléités sécessionnistes. Vous avez des gens au Congo qui pensent qu'il faut créer un État du Sud et qu'on ne peut plus accepter toutes les brimades, tous les crimes qui ont été commis dans la partie sud du pays, notamment avec l'affaire des disparus du Bic, les crimes dans le Pool, ainsi de suite. Donc, s'il y a changement au Congo, ça risque d'être, on va dire, assez violent et sanglant. Et en plus, il faut rajouter une dimension extérieure, c'est la dimension de la France-Afrique. Car la France-Afrique, soit elle fait sa mue, c'est-à-dire qu'elle change. À ce moment-là, elle est capable d'exiger de véritables élections ou une véritable remise en cause des institutions, soit elle garde son comportement habituel, et là, à ce moment-là, elle va tout faire pour que ce soit un fils de Sassou Nguesso qui prenne le pouvoir. Vous avez la même chose aussi au Cameroun. Alors au Cameroun, c'est vraiment, c'est encore plus dangereux qu'au Congo. Oui. Parce que là, vous avez 200 ethnies. Avec 4 groupes ethno-linguistiques, et vous avez le groupe Boulou-Beti qui a pris le pouvoir depuis bientôt des années. Oui. Vous avez les nordistes, eux, qui ont été là jusqu'à ce que Ahidjo démissionne, mais qui ont subi des exactions dans les années 80, notamment lors du coup d'État. Il y a eu une purge des cadres nordistes au Cameroun. Vous avez le problème Bamileke. Alors là, c'est ce problème qui est également fort. Vous avez au nord-ouest du Cameroun une revendication sécessionniste. Alors je peux vous dire que la situation, la situation camerounaise est très 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 inquiétante, et j'espère qu'ils arriveront à trouver une solution à partir de la tribalité. Car moi, je crois qu'il faut mettre en place des institutions et faire tourner le pouvoir. Je suis pour la mise en place d'une présidence tournante entre les 4 zones ethno-linguistiques. Il faut mettre en place des institutions qui fassent que l'harmonie règne à l'intérieur de nos pays. Sinon, ça va être une catastrophe. Norbert, vous avez suivi Kovala. Juste une question parce qu'on arrive vers la fin de cet échange. N'oubliez pas, et Kovala est un consultant, il sait que nos présidents africains usent et abusent des consultants. Et vous pensez vraiment que depuis 6 décennies que nos pays sont indépendants, ces consultants n'ont pas vu cet aspect, ou pourquoi justement cet aspect n'est jamais mis en avant pour justement éviter que tout se termine comme ça en règlement de compte, Norbert? Oui, non. Les consultants, ce qui fait les consultants occidentaux ne sont pas aussi aveugles ou sourds-muets qu'on le pense. Ce sont des gens qui ont parfois une longueur d'avance dans la réflexion, dans les analyses. Le problème, c'est qu'ils les détropicalisent. Ils les voient par rapport à leurs impératifs ici. Quand on me pose la question, je vous ai dit, quand j'ai entendu le président Macron
pendant le sommet de l'OTAN ici au Royaume-Uni, dit, quand je vais rentrer, je vais appeler le président du Sahel, je vais leur dire carte sur table. J'ai senti le sang monter en moi parce que j'ai dit, mais il va faire balayer tous ces présidents parce que Macron ne comprend pas que l'Afrique actuelle n'est plus cette Afrique. Quand on pose la question, il organise son show de Montpellier, Oui. hein, où il veut parler aux Africains sans parler aux chefs d'État. Donc, mais on dit, mais attendez, ça va s'arrêter où? J'ai même échangé avec notre aîné Achille Bembe. Hein? Oui. La Bembe Alain Babanko avait décliné. Mais ça va s'arrêter. Et quand on va à Montpellier, 3000 jeunes qui viennent de l'Afrique, mais les gens viennent en villégiature, qui va les leur interdire. Mais on a posé la question à Macron, quelle est la différence vous faites entre l'écoute avec ce qui est arrivé au Tchad et ce qui arrive dans les autres pays? Oh non, au Tchad c'est différent, mais c'est différent en quoi? Vous allez dire que le chacun est différent du chien, mais les gens se moquent de vous et disent, mais donc, non, les Occidentaux comprennent bien, mais ils essaient de voir par rapport à leur intérêt. Hein? C'est comme l'a dit notre ami, la France va essayer de voir maintenant par rapport à ses intérêts. Est-ce que faudrait-il aborder la problématique congolaise en organisant des élections libres et démocratiques, ce qui va faire accepter la France-Afrique? Mais si ils disent non, on va faire ça comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire que bon, on va. En fait, on a cette notion de la tribalité, de l'Ubuntu, c'est ça. Qu'aujourd'hui, Africains, nous commençons à réclamer le droit au soleil. Mais qui a toujours existé quand vous voyez tout le combat du panafricanisme, il y a un siècle, de la négritude, quand vous voyez par exemple les amis des présences africaines, c'est un peu cette présence africaine. Mais aujourd'hui, la présence africaine devient plus coriace, hein, plusieurs phénomènes, et les autres qui n'avaient pas cru en ça, hein, ils commencent à se dire, attends, ils se prennent un peu en retard comme la guerre en Ukraine. Ils se prennent en retard. Ah oui, ils ne savent pas que la tribalité, la notion de la tribalité, les Africains métis déjà depuis avant les indépendances, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Non. Donc, maintenant, elle éclore partout, elle va s'éclore partout. Ouais. Bon, mais, et ça, surtout que l'Afrique a maintenant des nouveaux idéologues. Hein, l'expérience que j'ai dit, par exemple, avec le président Pascal Lissouba, hein, mais ça va porter des fruits. On a vu Laurent Gbagbo, quand on a mené Laurent Gbagbo à la CPI, on savait que c'était fini, mais Laurent Gbagbo est revenu avec Blé Goudé. Okay. Mais et vous regardez, en Guinée, on se dit, on n'envoie plus les gens à la CPI, on les fait juger nous-mêmes. On trouve d'ailleurs que c'est plus efficace de juger nous-mêmes. Donc, déjà, la CPI n'aura plus la même résonance. Donc, les Nations Unies, tout ça, à la fin de la guerre d'Ukraine ici, la tribalité va revenir partout. Parce que la guerre d'Ukraine, c'est quoi? C'est la Russie qui dit au monde, attendez, vous m'avez étouffé, vous avez pensé que moi je n'existais plus, mais moi je dois exister. C'est ça, j'ai une culture. Oui, Kovala, vous pouvez prendre la main, oui. Donc, sur cette question, comme nous le disons, pour que nos présents entendent, ils ont besoin de consultants. Sauf que ces consultants se recrutent en Occident. Leur disent-ils la vérité ou leurs conseillers locaux qui savent que l'autre a droit de vie sur eux, ils vont taire certaines notions comme ce que vous évoquez? Joseph, oui. il faut vraiment... on peut écouter des consultants, mais il y a un proverbe africain qui dit « Un roi qui n'écoute pas les sages écoute les courtisans ». Alors, ces gens qui viennent parler à nos chefs d'État, ils parlent de quoi? Est-ce que ce sont des courtisans ou des consultants? Moi, je vais plutôt les appeler des courtisans parce qu'ils viennent pour leurs propres intérêts. Je pense que le vrai débat, c'est comment on crée des États, comment on va faire de nos États, l'État post-colonial, des États viables, des États-nations qui sont capables de nous développer, d'apporter l'harmonie à l'intérieur du pays, de nourrir l'ensemble des populations,
de vêtir les gens, de loger les gens, d'amener le développement. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ce développement, on va l'apporter avec la démocratie? Je ne crois pas que ce développement, on peut l'apporter à partir de la démocratie occidentale. Car moi, je ne crois pas à cette démocratie occidentale qui donne la majorité à quelqu'un qui a 51% des voix ou qui a plus de voix que l'autre. Je crois à une démocratie consensuelle. D'ailleurs, le président Pascal Lissouba en parlait. Je pense que la démocratie, il faut l'adapter au contexte culturel dans lequel on est. Mettre en place d'ailleurs, vous avez remarqué que la démocratie dans nos pays a été transformée en démocrature. Oui. C'est-à-dire que vous avez des chefs d'État qui organisent des élections avec une commission électorale indépendante où on a mis un parent, et cette commission électorale indépendante déclare toujours le même président de la République, quoi qu'il arrive. Au Congo-Brazzaville, nous savons tous que M. Mokoko, le général Mokoko, a battu M. Sassou Nguesso en 2016. Aujourd'hui, ce même général a été condamné à 20 ans de prison pour haute trahison. Oui. Et voilà. Et là, on voit bien que tout ça, ce n'est que de la mascarade. Nous devons donc revenir à une vraie démocratie, à une démocratie qui tienne compte de nos réalités sociologiques pour améliorer le vivre ensemble à l'intérieur de nos États. Et ça, c'est vraiment l'utopie réalisable que nous pouvons réussir lorsque ces dinosaures de la politique auront quitté la scène de théâtre politique. Et si on arrive à faire ça, notre génération à nous, on pourra partir, on pourra mourir, la paix dans l'âme, parce qu'on aura réussi à remettre en selle dans la science politique africaine la notion de tribalité, la notion de Kimuntu et la notion de puissance, car il faut que demain l'Afrique devienne une puissance, il faut que l'Afrique se dote de l'arme nucléaire, il faut que l'Afrique protège ses ressources minières, il faut que nous soyons une armée puissante pour qu'on puisse être respecté dans le monde. Et ça, c'est la clé. Merci. Kovale Chibinat, votre dernier mot, Norbert Mbopoutou? Oui, mais je ne saurais lâcher à notre ami qui nous a fait une bonne analyse de la tribalité sans faire un clin d'œil sur son approche du génocide rwandais. Est-ce que avec le développement actuel, avec la crainte que après le pouvoir fort de Kagame, que le Rwanda ne retombe sur ce que nous craignons dans les autres monarchies africaines, où on s'écarte de l'africanité ou de la tribalité. Avec tout ce qui se passe à l'est du Congo, avec ce qui se passe au Congo depuis bientôt 20 ans. Et est-ce que sa vision ou son analyse de génocide rwandais, le pouvoir rwandais ne parle même pas du génocide rwandais, il parle du génocide du Tutsi. Avec toutes les révélations, les pour et les contre, est-ce qu'il y a aujourd'hui, que ce que disent les anglo-saxons, une façon de update, de mettre à jour sa pensée sur ce drame. Il faut dire que c'est le drame de la fin du XXe siècle africain. Ça, oui, c'est clair. Ça. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai organisé en 2014 une conférence lors du 20e anniversaire du génocide Tutsi au Rwanda. Nous avons organisé avec Maître Brice Zamba, qui est un frère et un ami, une conférence sur ce génocide. Et ce que l'on peut dire, c'est que la problématique ethnique a encore été posée compte tenu du nombre. Parce que vous savez que la démocratie chez nous ne se fait pas sur les idées, ne se fait pas sur une idéologie, elle se fait sur le nombre. Si on organise une élection démocratique à l'occidental au Rwanda, comme les Hutus sont plus nombreux,
vous êtes sûr que vous aurez qu'un président Hutu. Bien entendu. Donc, il faut donc, à partir de cette réalité sociologique, remettre en scène la tribalité en faisant en sorte que le vote ne soit pas un vote toujours ethnique. On peut mettre en place une présidence tournante entre les différentes, parce que les différentes tribus, les différentes composantes nationales. On peut dire que tous les 10 ans, tous les 15 ans, le président ou celui qui représente la nation doit changer de zone ethno-linguistique. Et par exemple, si c'est les Hutus pendant 15 ans, ensuite le prochain mandat, ça va être un Tutsi, ainsi de suite. Tout ça va concourir à l'unité nationale. N'oubliez pas que ce que nous, les Africains, d'ailleurs ce que les Blancs appellent, les Européens qui sont venus chez nous ont appelé tribus, en réalité, nos tribus ne sont que des nations. Autrement dit, au Cameroun, vous avez 200 tribus, mais en fait, vous avez 200 nations à l'intérieur du Cameroun. Au Congo, vous avez 70 tribus, vous avez 70 nations à l'intérieur. Donc, il faut faire vivre ces différentes tribus à l'intérieur des nouveaux États-nations qui ont été créés par les Européens. Et c'est ça toute la problématique, toute la difficulté que nous avons à faire. Vous voyez, par exemple, en termes d'institutions, les institutions que nous vivons actuellement sont des institutions qui datent de 1960. Bien entendu. Or, si je prends, par exemple, la tribu de mon frère Norbert, vous voyez que cette tribu existe des fois depuis plus de 2000 ans. Et lorsque Norbert il va dans sa famille, on sait que ça c'est l'oncle, on sait que ça c'est le grand frère, et on sait comment se comporter parce que les institutions tribalitaires ont été mises en place depuis des siècles et des siècles. C'est pour cela que dans nos pays, on a l'impression que le sentiment ethnique passe avant le sentiment national. Tout simplement, c'est parce que le sentiment ethnique est plus ancien et que dans ce sentiment ethnique qui date depuis près de 2000 ans, tout cela s'est construit. Donc les gens préféreront aller mourir, combattre pour l'identité ethnique que plutôt que pour l'identité nationale qui vient d'être créée depuis 1960. Donc à nous maintenant de réutiliser le principe actif de la tribalité pour apporter l'harmonie et consolider les nouveaux États. Mais le débat, il est encore plus profond. Est-ce qu'on doit garder les frontières issues de la colonisation, les frontières actuelles, ou revenir à ce que Kwame Nkrumah prônait, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique? Pourquoi ne pas créer le panafricanisme? Pourquoi ne pas créer, par exemple, 4 États? On peut créer, par exemple, les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique centrale, les États-Unis d'Afrique du Sud, les États-Unis d'Afrique du Nord. On n'aura que 4 États et je peux vous dire que si on arrive à faire ça, on pourra construire demain une Afrique forte et puissante et plus personne ne viendra sur nos territoires pour venir nous mettre en esclavage. Tant que nous allons être divisés, nous serons faibles. Et je crois que c'est le grand message qu'a laissé un panafricaniste comme Kwame Nkrumah. Merci Kovale Chivinda d'avoir partagé ce matin sur nos antennes votre approche de la tribalité. Merci Norbert Bopoutou d'avoir apporté la contradiction à Kovale Chivinda et à vous chers auditeurs. Au revoir. Merci. Et à demain. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.